Et bonsoir, bonsoir Opium. Oh, quel plaisir de t'avoir avec moi ce soir. Bonsoir tout le monde. On ne le présente plus sur la chaîne. Pendant longtemps, il a déboutonné sa chemise sous le rôle de Gabriel. Et maintenant, il va passer sous le rôle de quelqu'un d'autre ce soir. Mais il va toujours déboutonner sa chemise. Une réputation à tenir. Bah évidemment, évidemment. Donc, je ne présente plus Opium, hein, vous l'avez vu sur eh bien, plusieurs parties qu'on a. Et surtout en tant que Gabriel dans Vampire la Mascarade, Toréador pour le coup, et ce soir tu vas interpréter quelqu'un de très différent qui j'espère plaira à tout le monde. Je vais te laisser décrire un petit peu ton personnage de manière très globale avant qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet avec le cul du chat, bien évidemment. Alors ce soir, je vais interpréter Eitan Menamet. Je suppose qu'on va garder le clan secret pour le moment. Pour le moment. Hop. Eitan Menamet qui est un linguiste et un expert en théologie. Tout à fait. Tout à fait. Donc vous avez les illustrations qui sont disponibles là, à ma gauche, du coup, au-dessus d'Opium. Et en dessous, vous aurez aussi les PNJ, donc je permets aussi de montrer un petit peu plus. Voilà. Je ne sais pas à quel point tu veux qu'on rajoute des détails. Pour l'instant, ça me semble très bien. On va rentrer dans le vif du sujet progressivement. Juste, avant de commencer, non, il n'a pas dit le clan. Pour l'instant, vous ne savez pas. Et il le sait, mais pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Juste, je fais un gros big up à Biquette et à Manon de Odyssée pour toutes les illustrations qui ont été faites pour les personnages, parce que franchement, elles sont magnifiques et vous avez fait un travail de fou, les filles, donc merci à vous. Vous voyez donc Ethan qui est présent ici, que je zoome. Elles ont tout fait, donc vraiment, c'est un énorme coup de génie de leur part, donc franchement, grand merci à vous, parce que c'est génial. Voilà. Eh bien, mon cher Opium, je te propose qu'on commence cette petite aventure. Partant. Nous sommes donc à l'automne 1203, le 2 octobre 1203. Au cœur de Vienne, tu es depuis pas mal d'années installé. Tu y as ton échoppe où tu fais tes traductions et tes ventes d'ouvrages, tes enluminures, etc. Et depuis quelques jours, en fait, tu as reçu un ouvrage dans ta boutique qu'on t'a demandé de traduire. Un ouvrage qui est assez mystérieux parce que eh bien, cet ouvrage en particulier n'est pas dans des langues que tu connais particulièrement. Alors, tu connais un grand panel de langues, mais disons qu'en fait, quand tu as commencé à l'étudier, tu t'es rendu compte qu'il y avait plusieurs langues mêlées et qu'il y avait une sorte de cryptage dans ce livre. Le problème, c'est que ça fait déjà plusieurs jours que tu es dessus, que tu bloques, et qu'en plus de ça, aujourd'hui en particulier, est un jour extrêmement important pour toi, parce que c'est déjà l'anniversaire de mariage de toi et de ta femme, mais également le renouvellement de vos vœux. Chose qui se fait communément. Et c'est vrai que tu as un peu occulté toutes ces parties. Merci Sheshka, merci beaucoup pour l'amour. Y a pas 36 recettes du bonheur. Et donc en fait, ça fait pas mal de temps que tu es dessus, donc honnêtement, le mariage, etc., c'est quelque chose qui t'est un peu passé par la tête. Tu sais que ta femme prépare tout, etc., tu y penses bien évidemment, mais disons que tu es vraiment concentré sur cet ouvrage que tu n'arrives pas à décrypter depuis plusieurs jours. On parle non pas de quelques heures à passer dessus, mais vraiment des journées entières et des nuits entières à essayer de comprendre tout ça, pour finalement arriver à plusieurs impasses. Ce livre t'a été envoyé tout simplement par messager, hein, donc on te l'a juste déposé, on t'a demandé de le traduire et de le déposer eh bien, dans une maison cossue de Vienne, pour le coup, pour une somme clairement importante. Alors en équivalent d'argent, ce serait à peu près pour, si on faisait en comparatif maintenant et à l'époque, ce serait à peu près pour 1000 €, tu vois, de la traduction. C'est énorme, hein, tu vois, en sachant que t'as pas vraiment de délai et que c'est quelque chose que tu fais couramment, donc du coup voilà. Pour toi, c'est une bagatelle parce que tu es quand même très riche
Tu as une famille qui est assez blindée, on va pas se mentir, qui fait que tout simplement, bon, c'est plus le plaisir de traduire et d'essayer de comprendre ces mystères que de se faire du pognon. En même temps, il faut aussi avoir un petit peu d'argent pour tenir la boutique à flot. L'idée, c'est que quand même mon petit commerce ne soit pas à perte, donc c'est quand même important, même si oui, dans l'absolu, c'est plus un divertissement qu'un vrai commerce. Tout à fait, tout à fait. Un divertissement qui est l'aboutissement d'une vie de recherche et aussi d'études, une vie que tu mènes depuis pas mal de temps maintenant. Et donc, Mhm. tu es dans ton échoppe. Il est à peu près 19h, on est quand même en automne. Le soleil se couche assez rapidement. Et donc, vraiment, tu es encore dessus. Tu sais que dans 2 heures, tu vas devoir retourner à la maison pour pouvoir faire les festivités avec ta femme. Hmm. Dans ce cas, je me prépare un sablier pour ne pas perdre de vue le temps. Je me mets jusqu'à avoir 20 minutes, une demi-heure de marge pour être sûr d'être là un peu en avance. Et le temps qui me reste, je vais finir de travailler parce que ça me passionne et que je suis vraiment très très pris. Il faudra pas que j'oublie de me préparer quand même, de me faire un peu beau, tout ça. Mais j'organise ça dans le temps. Tout à Et fait. une fois que j'ai le temps qui me reste, je bosse dessus. Du coup, tu commences à organiser ton temps, etc., préparer un petit peu tes affaires de côté. Tu sais que ta femme t'a préparé une super belle tenue, pour le coup, qui est aussi traditionnelle, alors, fait de plein de fournitures, etc., mais aussi, tu vois, elle a fait venir des soies d'Asie, pour le coup, pour que tu puisses être Oh, dans ton meilleur accoutrement. Le plus beau ce soir, ça doit être toi, parce que elle t'aime énormément, bien évidemment, et c'est surtout que tu es l'homme de la soirée. Et donc elle veut tout faire pour que ce soit parfait. Et aussi pour représenter la communauté, qui est quelque chose d'extrêmement important, parce que tu es dans une communauté, je vais te laisser bien évidemment décrire, mais qui est un petit peu ostracisée malheureusement. oui. Effectivement, vu que Eitan fait partie de la communauté juive. Tout à fait. Et donc, c'est aussi montrer que dans la communauté, au-delà d'avoir un statut, etc., enfin, malheureusement pas beaucoup de statuts au monde médiéval, mais c'est En aussi de tout se cas, pas en montrer. dehors de la société. Voilà, en dehors de la société, voilà, c'est aussi pouvoir se montrer, etc. Et montrer les accomplissements à la famille, aux amis, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Et au-delà de ça, le renouvellement de vos vœux est vraiment primordial parce que vous vous aimez profondément. Et c'est quand même un événement qui a scellé ta famille et la sienne et qui a totalement scellé ton destin et le destin de ta boutique. Ah oui, c'est une priorité, c'est hors de question que je risque de rater ça. Tout à fait. Du coup, tu commences à te préparer, etc. Tu commences à installer tes trucs. Mais tu te rends compte que vraiment, l'attrait pour ce livre est maladif. Tu as envie d'y retourner. Si je me sens trop happé par le livre, dans le pire des cas, je l'emballe bien comme il faut, je l'emporte sous le bras pour aller me préparer et je le garde pour après la cérémonie pouvoir continuer à bosser à la maison. Bien sûr. Du coup, dans tous les cas, quand même, tu vas quand même retourner dessus un petit peu. C'est-à-dire que tu sais que les préparatifs, honnêtement, bon, c'est juste te changer, te passer un petit coup d'eau, etc., te raser s'il y a besoin, voilà. Ouais, mais je sais que je peux vite perdre la notion du temps, donc j'y fais attention aussi. Tout à fait, tout à fait. Mais vraiment, tu sais, mais en même temps, t'es tiraillé, etc. C'est tentant, mais je résiste. Et tu vas me faire un petit jet de volonté, premier jet ce soir, pour essayer de résister à tout ça. Tu fais 5 jets, enfin 5 réussites, pardon. Hop. Malgré tout, tu vas y retourner. Tu vas y retourner parce que, ouais, tu te rends compte que vraiment, tu n'aimes pas que les choses te résistent. Surtout sur un langage comme ça, aussi crypté. Et il y a quelque chose qui t'intrigue par rapport à ça. Parce que les langages qui sont utilisés, il y a du latin. Déjà, quelque chose d'assez classique, tu me diras. Il y a un petit peu de yiddish dedans. Oh. Ouais, ce qui est un peu plus rare. Mais c'est surtout qu'en fait, toutes les langues utilisées, tu vois qu'il y a aussi un petit peu de germain, etc. Et ben en fait, ces langues sont un peu mélangées les unes les autres pour essayer de faire quelque chose, pour essayer de faire un texte qui, à première vue, n'a pas de sens. Du tout. Malgré tout, le fait qu'il n'y ait pas de sens
rend l'objet encore plus intéressant, avec encore plus de valeur, parce que si jamais tu réussis à le décrypter, quels sont les mystères que tu pourrais débloquer dessus? Effectivement. Du coup, tu vas y retourner. Tu t'es quand même préparé un petit peu d'affaires, mais tu y retournes. Tu reposes donc, tu sais, le livre sur un lutrin, etc. Tu commences à te concentrer. Quand tu le réouvres, en fait, tu as une sensation de familiarité par rapport à ce livre une nouvelle fois. Parce que déjà, tu l'étudies depuis plusieurs jours. Mais en même temps, tu te sens un peu plus à l'aise. Comme si ce soir, tu sens que c'est ton soir d'une certaine manière. Ce soir, c'est le soir. Et vraiment, tu te dis, allez, si je m'y colle bien, je vais peut-être pouvoir réussir à essayer de comprendre ce langage. Je vais te demander de me faire un petit jet, pour le coup, d'érudition. Et c'est vraiment pour la forme. Érudition générique ou c'est de la théologie? Intelligence érudition. C'est tous les soirs, le soir avec Opium. Effectivement. Oh, 5 bien. succès. Alors, tu commences à te concentrer, tu commences à vraiment essayer de voir un petit peu tout ça. Et en fait, à force de lire les lettres, à force d'essayer de déchiffrer tout ça, tu te dis que non, c'est peut-être pas la solution. Tu te concentres un petit peu, tu fermes les yeux, et en fait, il y a quelque chose qui commence à se visualiser dans ta tête. Tu arrives à conceptualiser quelque chose, comme si les lettres, à leur tour, formaient quelque chose. Ce quelque chose n'est pas rien, parce que tu as un sentiment étrange, mais en fait, elles commencent à former progressivement un symbole. J'attrape un parchemin, j'attrape une plume, de l'encre, et je retrace le symbole que j'ai dans la tête. Tu commences à le dessiner, et malgré le fait que tu ne saches pas ce que ça veut dire, tu te rends compte qu'en fait le symbole, t'as l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Ça remonte à des vieilles recherches quand tu étais encore jeune étudiant, auprès de plusieurs rabbins, etc. On t'a parlé, il y a quelques années en fait, d'une magie particulière à ta communauté qu'on appelle la magie kabbalistique. Oh. C'est une chose qui t'a toujours intéressé, parce que ce côté très cryptique et en même temps magique de ta communauté, et tu sais que malgré tout ce qui peut se passer dans le monde, il y a quand même des choses assez étranges qui se passent. Tu n'arriverais pas à déterminer quoi exactement, mais tu as déjà entendu que dans Vienne, parfois, la nuit, rôderait un golem. Un vrai golem fait comment ça s'appelle, d'argile et de pierre, qui serait là pour protéger la communauté. Et lorsqu'une menace se déclarerait, il serait en train de se promener pour essayer de neutraliser les personnes voulant faire du mal à la communauté. Ça, c'est... Après, bon, c'est des histoires d'enfants. Ta grand-mère te dirait la même chose. Oui, mais dans les histoires d'enfants, il y a souvent une petite part de vérité. Et puis, la Kabbale, c'est quand même... c'est le but des textes, c'est quand même de faire le lien entre le divin et l'humain. Et du coup, ce genre de choses, ça fait totalement partie du concept. Donc, pour moi, c'est dans mes croyances, ça existe. C'est juste que j'en ai pas encore rencontré, je n'ai pas encore eu ce genre de chance. Ce qui pourrait me faire dire que peut-être c'est juste des histoires pour enfants, mais garde la foi. Tout à fait. Effectivement, ta foi te permet, t'a permis de survivre sur pas mal de choses, etc. Et aussi de garder le lien avec ta communauté, une communauté que tu affectionnes énormément et dans laquelle tu as su te représenter et aussi être une personne extrêmement importante, où tu as pu, d'une certaine manière, te surpasser socialement. Parce que malheureusement, eh bien, ta communauté ne jouit pas des mêmes droits que les chrétiens, qui fait que tout simplement, tu n'as pas le droit à des titres de noblesse, tu n'as pas le droit de prétendre à des terres spécifiques, etc. Et donc, c'est parfois compliqué en fait.
Du coup, tu commences à te concentrer sur le texte en fait, et puis tout ça, et donc tu commences à voir ce symbole. Ce symbole, tu le dessines. Alors tu prends, tu sais, du coup, un crayon, hein, etc. Tu commences à le dessiner, enfin du charbon ou autre chose. Et quand tu commences à le dessiner, tu as l'impression que ça commence à former quelque chose dans ta tête. Par contre, tu as la sensation qu'il n'est pas complet. Il manque quelque chose. Je me concentre dessus Ouais. pour tâcher de réunir ce que j'ai comme mémoire et comme lien avec le livre pour créer ce genre de symbole Mhm. et d'essayer de trouver la pièce manquante. Bah en fait, en te concentrant, etc., machinalement, tu commences à récupérer de l'encens, une bougie, etc., un petit peu d'alcool aussi pour te motiver, hein, bien évidemment. C'est Euh, une partie totalement intégrante et très répandue dans les cultes, dans les rites juifs, donc voilà. Bah oui, c'est pour ça. Donc c'est de prendre un peu de vin, etc. Et vraiment, tu commences à te concentrer, te poser dessus. Et en fait, quand tu commences à le redessiner et aussi machinalement Buvant. commencer à prononcer ces paroles. Ces paroles qui sont assez étranges parce qu'en fait, tu reprends le livre et tu vois que ça semble être lié à quelque chose dans ce livre. Le texte veut tout simplement dire « montre-moi la vérité ». Lorsque tu prononces ces paroles, tu as une sorte de flash d'un coup. Un flash vraiment comme une vision. Tu te vois errer dans la nuit, en train d'avancer vers ce qui semblerait être un mausolée. Un peu plus loin, tu te vois dans le mausolée, en train d'observer avec une torche le feu venant irriter tes yeux, mais te concentrer sur plein de détails, etc. Et t'as la sensation qu'il y a autre chose dedans. Tu sais où ça se trouve. Ce mausolée, clairement, se trouve dans un des cimetières de Vienne, pas très très loin d'ici. J'en prends note. Je prends mes parchemins de notes. Je laisse un peu sécher l'encre. Et j'imagine que là, j'ai la sensation d'avoir vraiment percé le mystère. Ce Ouais. dont je n'arrivais pas à me détacher, j'ai réussi à m'en détacher. Tout à fait. Non, parce que maintenant, une Faut partie aller du où? mystère vient de s'élucider, mais il faut maintenant la suite. Qu'est-ce que Ok. ça veut dire? Le problème, c'est que si je fais ça maintenant, je vais avoir un problème avec ma femme. Oui. Donc, j'embarque mes parchemins Ouais. dans une sacoche avec moi. Mon plan, c'est je vais aller à la cérémonie parce que je dois le faire. C'est Ok. important. Mhm. Et une fois que la cérémonie sera passée, j'en toucherai un mot à ma femme. Elle comprendra que j'ai des choses importantes à faire. Je lui expliquerai les révélations que j'ai eues. Et une fois que ce sera fait, j'irai à la recherche de ce mausolée. Tu commences à préparer tes affaires, tu mets l'ouvrage, les parchemins, etc., dans ta besace et tout. Un peu à la hâte, hein, vraiment. Tu sais qu'il faut pas être en retard parce qu'elle va te faire beaucoup de mal si jamais tu es en retard. Ouais. Tu commences à sortir en fait, et tu vas me faire un nouveau jet de volonté, s'il te plaît. Un succès. Au moins, il y a un succès. Ah, ah, c'est beau. Alors, j'ai mal découpé, je suis désolé, l'écran de 2D, je le modifierai la prochaine fois, ou vite fait. Vous en Est-ce faites que mon pas. garde du corps est avec moi? Ton garde du corps est à côté de toi. Tu sais, il est en train de t'attendre, pas à la calèche, mais oui, si, tout à fait à la calèche. Pourquoi je dis pas à la calèche? En train de t'attendre, tout simplement, et de voir ce que tu fais, quoi. Tu vois que tu es en train de te préparer. Tu es effectivement concentré sur le fait de devoir aller rejoindre les festivités avec ta femme. Cependant, ouais, honnêtement, t'as plus qu'une envie, c'est d'aller voir. Est-ce que je peux cramer un point de volonté pour me forcer à aller d'abord voir ma femme? Parce que c'est plus important.
Je te rappelle que tu es quand même très tête en l'air. Justement, c'est pour ça que je parle de brûler des points de volonté. Tout à fait. Je ne te l'autoriserai pas ce soir, Ok. spécifiquement. Oui, c'est un Ankh pour le coup, Nether the Void. Effectivement, c'est un Ankh. En fait, tu commences à voir ton garde du corps, donc que je vais montrer pour le coup. Ce cher Samuel qui ressemble à ceci. Très BG, hein, pour le coup. Tu vois qu'il est en train de t'attendre en fait sur la calèche, comme d'habitude, il est en armes. Et Monsieur. ce que je vais avoir l'intention de lui dire, c'est Samuel, il faut qu'on rentre à la maison maintenant. Mais j'imagine que ce ne sont pas les mots qui vont sortir de mes lèvres. Non, les mots qui vont sortir de tes lèvres, c'est Samuel, emmène-moi au mausolée. Emmène-moi au cimetière de Vienne. Tu vois qu'il est un peu surpris, mais elle ne questionne pas du tout tes ordres. En même temps, il est payé pour ça. Samuel. Eh ben oui. Et du coup, tu montes dans la calèche et tu es absorbé, tout simplement, par le livre. Par les révélations que tu es en train d'avoir. Au bout d'une vingtaine de minutes, tu arrives tout simplement dans ce cimetière qui est assez vaste en fait, hein, qui n'est pas extraordinairement grand, mais tu sais qu'il y a plusieurs mausolées, etc. On est dans un cimetière chrétien pour le coup. Petit détail quand même. Oh. Et quand tu commences à y arriver, tu vois que Samuel te regarde, parce qu'il va descendre en fait tout simplement pour t'ouvrir la porte, pour que tu puisses toi aussi descendre. Et va être un peu étonné. Monsieur, vous êtes sûr que vous voulez aller ici? Non, je suis même sûr que je dois être ailleurs, mais... Mais je n'arrive pas à aller contre. Je dois savoir. Je resterai aux côtés, pas très très loin si jamais vous avez besoin de moi. N'hésitez pas surtout. Vous savez qu'il se passe des choses assez étranges quand même dans la ville le soir. Surtout dans ces quartiers. On a entendu parler. Je serai prudent. Tu vois quand même, il te regarde. Il regarde ses affaires. Il te sort, tu sais, il enlève en fait la dague qui est à sa ceinture et te la donne. On sait jamais, il y a parfois des tire-bourses qui essayent de voler les plus riches. Cela pourra peut-être vous servir. Merci Samuel. J'espère que je n'en aurai pas besoin, mais si c'est le cas, ça pourrait me sauver la vie. Merci. J'espère aussi. Si je veux être là à temps, il faut que je me dépêche, donc Tu y vas. je ne vais plus traîner. Tu commences à avancer du coup dans ce cimetière qui est un peu lugubre, il fait nuit, il n'y a pas de lumière plus que ça, tu es obligé de prendre une torche que tu as bien évidemment dans le carrosse, hein, t'en attrapes une. De toute façon elles sont éclairées comme ça, hein, donc t'as pas le choix. Et Ouais. vraiment en fait, tu sais c'est ce côté très désagréable aussi de devoir faire les choses soi-même, généralement tu aimes bien aussi qu'on fasse ça pour toi. Mais parfois se salir les mains, ça a du bon. Oui. Mais tu n'es pas un homme de terrain. Tu n'es Non, pas du là tout. pour ça. Tu passes ton temps dans ton étude et tu es fait pour rester dans ton étude. Tu le sais. Tu commences donc à sentir une sensation de froid général qui commence à envahir ton corps quand tu commences à progresser dans ce cimetière où tu y vois plusieurs tombes, fraîches pour certaines, d'autres beaucoup plus vieilles. Des tombes relativement intéressantes en fait avec des très beaux mausolées, etc. Alors petite précision, je prends des libertés par rapport à ça, mais il faut savoir quand même les mausolées chez les chrétiens c'est quand même assez important parce qu'on y met les vestiges, etc. Et puis on met parfois aussi des objets qui ont appartenu aux gens, etc. Donc parfois plus c'est grand mieux c'est, hein. Souvent de très belles sculptures, des reliquaires, des dorures. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Et donc du coup, tu commences à voir tout ça, mais en fait, tu sais où ça se trouve. Donc inconsciemment, tu commences à suivre le chemin qui t'a été montré dans la vision. Tu y arrives progressivement et tu es face à un mausolée qui n'est pas si grand que ça au final, qui fait à peu près 3 mètres de hauteur, tu sais, pour allez, 6 mètres de largeur. C'est pas beaucoup. Tu vois qu'il y a un beau grillage qui est devant, qui scelle tout simplement l'endroit. La grille, il n'y a pas de cadenas ni quoi que ce soit, ce n'est pas fermé. Et en fait, il y a plusieurs symboles qui sont dessinés dessus. Tu vois qu'il y a un serpent en fait qui se promène dessus, avec
un espèce de symbole qui pourrait s'apparenter à de la religion égyptienne en fait. Tu sais, ces tanks assez étranges, La mais croix. tout à fait, tout à fait. Ce qui est le plus étrange en fait, c'est que tu le vois s'illuminer devant tes yeux et tu vois le serpent commencer à disparaître progressivement. Et quand tu commences à regarder au-dessus de toi, enfin au-dessus devant toi, le mausolée, tu te rends compte qu'il n'y a pas d'inscription, il n'y a rien du tout. Ok. Déjà, je vais adresser une courte prière au Tout-Puissant. Ouais. Et j'imagine qu'il y a à ce mausolée une porte ou que le serpent a pris une direction et peut-être que je dois la suivre. Je vais y aller à l'instant. Ok. Bah effectivement, tu vois en fait comme si c'était le sens de l'ouverture de la porte, tout simplement. Du coup, je vais l'ouvrir. T'as Et c'est le lourd son de l'ouverture. T'as le... grincement de la grille rouillée. Hmm. Et je vais m'avancer, torche la première, dans les ténèbres. Lorsque tu commences à avancer avec ta torche devant toi, tu vois que les ténèbres ont un comportement assez étrange parce que elles semblent parfois vouloir, tu sais, euh, te t'enserrer progressivement et lorsque tu commences à mettre la torche devant toi, elles reculent, comme si elles étaient un peu vivantes ce soir. Oh. Chose qui est très rare pour le coup. On voit un cul de chat encore. Il est très content, Ymir, ce soir. Oui, il est très câlin ce soir, Berlin. Ah, c'est Berlin, pardon. Oui. Et donc, tu arrives dans ce mausolée qui n'est vraiment pas très grand. Parce que au final, quand tu commences à rentrer à l'intérieur, tu vois qu'il y a 4 cercueils. Faits de pierre complètement. Où tu vois des représentations de personnes, tout simplement. Ce qui est assez classique. Hein. Tu vois qu'il y a 2 hommes et 2 femmes. D'un certain âge, pour le coup, pour certains, et d'autres beaucoup plus jeunes. Il n'y a ni nom, ni inscription. Ce sont juste des personnes qui sont là comme ça. Ce qui rend la chose encore plus étrange. Ça n'a pas de sens. Généralement, dans un mausolée, il y a toujours des noms. Il y a toujours quelque chose. Ne fût-ce qu'une indication quelconque de l'identité de la personne, même s'il n'y a pas le nom à proprement parler. Et là, ça n'a pas, effectivement, ça n'a pas de sens. Du tout. Est-ce qu'il y a des gravures, des tapisseries, quelque chose qui pourrait me donner un indice? En fait, effectivement, alors pas des tapisseries, mais il y a des gravures qui sont faites sur une partie du mur. Tu vois une représentation un peu étrange, en fait, d'un homme qui commence à attraper une coupe. Tu vois plusieurs personnes autour de lui tendre la coupe et en fait progressivement boire dans la coupe et s'effondrer. Puis se relever. Avec une scène un peu étrange où les personnes autour sont offusquées comme s'ils attendaient de quelque chose. Et finalement, c'est un sentiment de puissance, un sentiment de libération, un sentiment d'accomplissement. Ce qui est très étrange, c'est qu'encore une fois, cette gravure qui est face à toi, elle ne se révèle pas comme si c'était une vraie gravure, tu sais, j'entends dans un mur, etc. C'est comme si c'était une véritable tapisserie qui était en train de se dérouler devant toi et que tu étais en train de regarder et que physiquement, les personnages sont en train d'avancer et de faire leurs gestes. Je crois que j'ai passé un peu trop de temps dans mes livres. Ouais, il y a quelque chose d'étrange ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Je me sentais attiré vers ce lieu. Maintenant que je suis dedans, est-ce qu'il y a toujours quelque chose qui me tire vers lui? Non, pour l'instant Je, non. je dois être présent dans l'endroit. Oui, comme si, d'une certaine manière, cet ouvrage a toujours voulu que tu sois là. Tu sais que le destin n'est pas quelque chose qui est fait par autre chose que le divin. C'est lui qui choisit tes pas. C'est lui qui a toujours choisi ton chemin. Mais en même temps,
Tu sais que l'homme, en lui-même, a toujours les moyens de pouvoir dépasser cette condition et trouver des moyens de se surpasser. Si celui qui est m'a amené ici, c'est qu'il y a une raison et le but de ma vie, c'est de découvrir le mystère. Ethan va donc s'avancer dans la pièce, effleurer du bout des doigts l'une des tombes, se demandant réellement ce qu'il fait là. Il va sortir le parchemin sur lequel il a gravé ce symbole, ce glyphe. Et essayer de le reproduire dans la poussière. Pour voir si ça suffirait à déclencher quelque chose. En fait, tu commences à te concentrer, tu sais, à prendre un petit peu la poussière environnante, etc. Ce qui est le plus étrange, c'est qu'au toucher, à la sensation qu'il y a sur les doigts, tu n'as pas l'impression que c'est de la poussière. Du moins pas de la poussière conventionnelle. Parce que, au final, quand tu commences à approcher ta torche un peu plus proche du sol, etc., malgré les ténèbres environnantes qui sont en train d'essayer de se déplacer, etc., tu vois que ce sont des morceaux d'eau autour de toi, des os humains. Ouf. Et que la poussière que tu es en train de ramasser est un mélange de poussière, mais aussi de poussière d'eau. D'os, pardon. Excuse-moi. D'eau, oui, d'os. Ça revient au même. Les deux fonctionnent. Tout à fait. J'imagine que malgré toute ma volonté, n'étant pas pris de terreur pour autant, je n'arriverai pas juste à quitter les lieux. J'ai quand même quelque chose à faire et je sens que je ne peux pas le quitter sans avoir fait cette chose. Tout à fait. Tout à fait. Je vais me pencher un peu plus fort dans ce cas-là sur ces 4 tombes et leurs potentiels occupants. J'imagine que ce sont des tombes qui sont fermées. Ce sont des tombes qui sont fermées. Tu sais qu'une tombe comme celle-ci, honnêtement, on va pas se mentir, tu sais soulever, enfin déjà déplacer une tombe en pierre, ça fait entre juste le couvercle, facile de 100-300 kilos. Bon, Soyons clairs, je n'ai pas le physique pour déplacer un sarcophage comme ça. du tout, du tout. Du coup, tu commences à te concentrer dessus, tu commences à observer, passer tes mains dessus, etc., refaire le symbole. Et en fait, tu te rends compte que quand tu es en train de redessiner le symbole, c'est pas le même symbole que tu es en train de dessiner, inconsciemment. Autre chose qui est en train d'arriver. Ce symbole, c'est celui-ci. Un symbole un peu plus simple pour le coup dans son design, etc. Et en fait, quand tu reprends plus ou moins tes esprits, parce qu'au final, en fait, tu sais, quand t'es concentré comme ça, c'est un peu une forme de transe indirectement. Mais tu t'en rends même pas compte, en fait. Vraiment, t'es dans tes esprits. Enfin, oui, tout à fait, t'es dans tes esprits. Concentré, je ne fais plus attention au reste du monde. Et en fait, tu commences à le dessiner et tu vois en fait que ce symbole n'a rien à voir avec ce que tu as dessiné. Encore une fois, tu as la sensation qu'il manque quelque chose de fondamental. Sans quoi, ce symbole ne peut pas fonctionner. À nouveau, je vais me concentrer sur le symbole, me concentrer sur ce qui manque et me laisser guider par l'esprit divin, j'imagine, qui m'a fait faire la même chose avec le précédent symbole et qui m'a amené jusqu'ici. Je vais me concentrer sur cette volonté qui est à l'œuvre. Je vais te demander de me faire un petit jet d'occulte, s'il te plaît. Textes occultes ? Non, vraiment occultisme pour le coup. Vraiment occultisme, on est sur de l'occultisme de base. Ok. Nice. 5 succès, la vache. Il y a quelque chose qu'on nous enseigne dans beaucoup de religions. Que ce soit la religion chrétienne, la religion juive, que la religion musulmane, la religion gréco-romaine, peu importe. Vraiment, il y a une majorité de choses. On parle déjà des cas d'humeur, hein. Bon ça c'est une chose assez simple et ça vient aussi des philosophes grecs, hein, ce qui est assez simple, d'une certaine manière. Attention, parce que c'est pas si simple que ça. Ouais, non. Mais pour toi c'est bagatelle, hein, voilà.
Je dis ça comme ça, mais si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir hein, sur Wikipédia, etc. C'est très intéressant. Et donc, il y a quand même quelque chose de très commun dans tout ça. Qu'est-ce qui, à ton avis, est la source de toute chose dans le corps? La source, pas exactement, ce n'est pas ce que j'appellerais la source, mais c'est quelque chose de suffisamment important et de suffisamment liant que si ça me vient à l'esprit, effectivement, je vais penser au sang. La vitae, l'essence vitale, ce qui vous permet de vivre, ce qui a permis à beaucoup de monde de survivre. Une pensée qui te semble un peu étrange au final. Et tu te rappelles que tu as une dague à ta ceinture. J'y pensais justement. Je ne suis pas sûr de pourquoi je pense au sang, je ne suis pas sûr des détails, mais je veux savoir. Donc je vais me laisser guider sur la dague et je m'entaille une partie de la paume de la main qui ne laissera pas trop de traces, qui ne sera pas trop douloureuse. Tu commandes donc à te faire une petite entaille, tu sais. Tu sens la douleur monter, mais en même temps l'excitation générale qui atténue progressivement cette douleur pour commencer à laisser quelques perles de sang couler le long de ce symbole. Et tu vois que le sang, instinctivement, fait son chemin, tout doucement, tout le long du symbole, pour commencer à le dessiner au fur et à mesure. Lorsque le symbole est fini d'être dessiné, tu te sens un petit peu fatigué quand même, parce que tu lâches un peu de sang, hein, on va pas se mentir. Normal. Puis je fais pas mal d'efforts de concentration, donc... Tout à fait, va faire un bon dodo après. Ouais. Ta femme va dire, t'étais où là, fais chier. C'est un vrai problème. Ouais. Et à ce moment-là, en fait, tu commences à entendre un bourdonnement général et tu vois, pour le coup, les 4 tombes commencer à se déplacer sur le côté, comme si elles s'enfonçaient dans le mausolée sur la droite et à gauche. Dans un progressif. Tu sais maintenant ce que veut dire ce symbole. Montre-moi la vérité. Et à ce moment-là, tu vois au fond du mausolée une porte qui commence à descendre progressivement. Et des torches au loin qui commencent à s'allumer d'un feu verdâtre. Je frémis, mais je sais que je n'arriverai toujours pas à faire demi-tour. Contre tout esprit de raison et de logique, je vais m'enfoncer dans les ténèbres à nouveau. Descendre dans ces escaliers, alors que tout me crie de rebrousser chemin. Tout à fait. Et donc tu commences progressivement, avec ton courage à 2 mains, à foncer dans cet endroit. Et tu vois, pour le coup, que le feu s'allume, même sur ton passage, et que quand tu commences à dépasser la première torche, puis la deuxième, le mausolée derrière toi est en train de se refermer. Bienvenue dans Donjons et Dragons. C'était un piège. Wouhou. Non, je plaisante. On a été eu. Ah, vite, vite, utilise tes pouvoirs, c'est parti. Ah, je Alors, lance boule de initiative, feu. ça. C'est pour dédramatiser, bien évidemment. hein. Et oui, c'était du D&D depuis le début, on vous a menti. Du coup, tu commences à avancer dans ce passage secret en fait du mausolée. Et progressivement, tu arrives en fait face à une sorte d'étude. Tu vois qu'il y a un énorme bureau qui ressemble un petit peu au tien, d'une certaine manière, qui est fait non pas d'un très beau bois, genre de l'ébène, du chêne bien résistant, c'est fait en pierre massive, tu sais, une pierre extrêmement froide que tu m'aimes au toucher et tu le sens que tout est frais ici. C'est la froideur de la mort véritablement. Et en fait, dans cette étude, tu vois qu'il y a énormément d'ouvrages partout. Et surtout, sur le bureau,
bureau de pierre, il y a des parchemins qui sont disposés, etc. Il y a une plume avec de l'encre, une belle plume d'oie. Il y a plusieurs choses en fait qui t'attendent. Tu vois qu'il y a du vin qui est disposé. Il y a à manger. Il y a à manger. C'est-à-dire que tu as des pâtisseries qui sont totalement La joie de vivre. typiques La joie de de vivre ta et le communauté. jambon. Je te laisserai bien Y a pas évidemment 36 recettes du préciser là-dessus. bonheur. Mais on est sur un peu en fait des pâtisseries qu'on utiliserait lorsqu'on est en train de célébrer entre guillemets la mort de quelqu'un, son dernier jour, célébrer son passage dans ce qu'il y a après. Ethan a de moins en moins envie de rester. Merci beaucoup Nether the Void. Merci beaucoup. Oh. Je t'en prie. Le but n'est pas de profiter, de prendre le temps, parce que fondamentalement, le temps, je ne l'ai pas. Ma femme m'attend. Mhm. Je vais distraitement jeter un œil aux parchemins qui sont là, au cas où il y aurait quelque chose qui me dise vraiment « Maintenant, casse-toi ». Mais a priori, je vais continuer ma progression. Il doit y avoir une autre porte, il doit y avoir quelque chose, quelqu'un. Je ne peux pas juste être attiré dans un endroit dans lequel on veut que je mange des pâtisseries. Il y a autre chose derrière ça. Le truc, c'est que quand tu commences à observer un petit peu les parchemins, etc., déjà tu vois des informations sur toi en fait. Il y a un parchemin avec ton visage qui est dessiné, ton nom de famille. Oui, c'est très flippant. Ton nom de famille, avec qui tu vis, qui sont tes parents, qui sont tes grands-parents, qui sont les parents de ta femme, les grands-parents de ta femme, etc. Ta place dans la communauté. Ok, tout ça, ça devient un petit peu flippant. Ouais. Les parchemins en question, je les ai attrapés, les fourrés dans ma besace, et là maintenant vraiment j'ai des bonnes raisons de flipper. Donc je vais faire demi-tour. Tu commences à faire demi-tour, donc tu reviens vraiment vers l'entrée du mausolée, tu sais, là où la porte s'est refermée devant toi. Ça crie danger. Tout à fait. Tu prends ta torche, tu commences à courir limite, je suppose. Ouais. Et en fait, tu te retrouves face au mur. Mur de pierre total. Tu es enfermé, ici. Je cherche sur les différents sur les différents murs aux alentours. Il doit y avoir un mécanisme pour pouvoir sortir. Tu n'as pas besoin de faire de jet ni quoi que ce soit, mais tu commences à regarder, etc. Aucune aspérité. Le mur, c'est comme si il avait toujours été présent. Comme si il n'y avait jamais eu de passage ici. Oui, mais je sais qu'il a été ouvert. Mhm. Donc je vérifie les murs sur le côté, gauche et droite. À un moment ou à un autre, il doit y avoir un mécanisme, une pierre qui s'enfonce, quelque chose. Tu commences à vraiment tout fouiller. Tu commences à appuyer sur tout ce qui bouge, etc. Ça ne fait rien. Tu ne sais pas depuis combien de temps tu es là maintenant. Progressivement, tu es en train de perdre la notion du temps. Si je ne trouve vraiment rien, je vais redescendre. Je me dis que s'il n'y a pas moyen de sortir là, il y a probablement un autre endroit par lequel je peux sortir. Tout à fait. Tes chemins remènent jusqu'au bureau. Et cette bibliothèque générale. Tu vois qu'il y a énormément d'ouvrages. Des ouvrages que, quand tu commences à les observer, t'en attrapes un au hasard, vraiment. Tu l'ouvres. Tu vois que c'est ton écriture. Certains, même la plupart, sont des ouvrages que tu as écrits, que tu as traduits. Tu reconnais tes lettrines, tes enluminures, tes méthodes d'écriture. Mon premier stalker. Ah, mon premier fan. Et là, en fait,
Vous avez, si vous avez joué Oblivion, le fan, quand vous avez fini l'arène, qui arrive avec sa belle houppette, vous savez, blonde, qui est en mode, je suis votre plus grand fan, salut. Ça serait beau. Oui, mais c'est pas le cas. Très inquiétant. Au moins, je suis dans un environnement avec lequel je suis un peu familier, c'est bien, mais Ethan flippe quand même. Mhm. C'est la première fois que tu te retrouves dans une situation pareille. Ah oui, là. Hein. Et heureusement, si j'étais familier de ce genre de situation, ce serait inquiétant. J'aime le danger. Par contre, tu revois encore une fois qu'il y a plusieurs autres parchemins. Il y a des parchemins qui te concernent, mais il y a d'autres choses. Et clairement, dans certains des parchemins, en fait, il y a certaines lettrines et autres qui ressemblent beaucoup aux livres qu'on t'a demandé de traduire. Est-ce que la pièce est fermée? Genre, il n'y a pas d'autre ouverture, pas Que dalle. de... Non, il n'y a rien Rien du du tout. Non, c'est vraiment... Considère que tu es dans une pièce qui fait, allez, 10 mètres carrés, avec juste des bibliothèques, un bureau, une chaise, bien évidemment, c'est quand même mieux. Dans ce cas-là, Et c'est tout. s'il y a un bouquin a permis que je rentre, un bouquin pourrait me permettre de sortir. Tout à fait. Donc je vais fouiller dans les parchemins et livres que j'ai à disposition. Tu vas me faire un petit jet de perception, pour le coup. Alors, excuse-moi, perception, non. C'est pas perception, c'est vigilance, comme d'habitude. Astuce vigilance. Astuce vigilance, tout à fait. Yes. 6 succès. Ouais, tu commences à regarder, etc. Et puis en fait, tu commences à te concentrer, à regarder les parchemins qui sont sur la table, et en même temps, tu vois qu'il y a des correspondances par rapport au livre. C'est-à-dire que sur la table, tu as plusieurs symboles qui semblent avoir une espèce de concordance d'une manière générale. Et du coup, tu commences à attraper les livres qui semblent ressembler à ça. Quand tu les ouvres, t'en as 4-5, tu commences à les poser les uns à côté de les autres. Tu vois qu'en fait, ils ont tous une sorte de marque-page à un endroit précis du livre. Et à cet endroit précis du livre, tu as chaque partie d'un nouveau symbole. Ok. Ce nouveau symbole Il est temps d'apprendre. qui ressemble à ceci. Un symbole que tu ne connais pas. Je vais me concentrer dessus. Et à nouveau, utiliser la dague que j'ai pour réouvrir légèrement la plaie que j'ai pour verser encore un peu de sang. Et tracer le symbole au sol. Une nouvelle fois, tu commences à le dessiner, à te concentrer, etc. et essayer. Et au moment où tu es en train de les dessiner, ces mots commencent à résonner dans ta tête. Des mots en latin, pour le coup, qui sont arbitrium, vincit, omnia. Ces mots... Alors, il y a une traduction qui est un peu spéciale en fonction. Je préfère prévenir, il y a plusieurs traductions différentes. Alors du coup, est-ce que tu as ton comment ça s'appelle, ton dictionnaire latin? Juste là. 2 petites secondes, hop. Parce que effectivement, alors je précise, je n'ai jamais fait latin de ma vie. Voilà. Et en fait, techniquement, ça peut se traduire par plusieurs choses. La volonté l'emporte sur tout, le jugement l'emporte sur le tout. Je sais pas trop, mais en tout cas, elle semble être une vérité universelle. Comme si, d'une certaine manière, ces mots étaient une sorte de mantra, un credo à suivre, et quelque chose d'extraordinaire, qui recèle un pouvoir que seules les personnes qui détiennent les connaissances pourront découvrir, pourront obtenir. Et surtout, tu as l'impression que c'est ton destin. Que ces mots
qui sont en train de s'inscrire dans ta tête, t'attendais depuis longtemps, depuis des années même. Comme si on t'avait préparé à ça, depuis très longtemps. Que tous tes chemins t'auraient emmené jusqu'à ce moment précis, ce soir. Au lieu de faire la fête, d'arriver dans ce mausolée et d'avoir la vérité surtout, la connaissance, le moyen de se libérer. Et que la volonté l'emporte sur tout. C'est une opportunité que je ne peux pas balayer. Je veux sortir, mais je veux savoir. J'apprends les différents symboles les uns après les autres. Je les mémorise, je les recopie. Je me mets dans les bonnes conditions pour, comme avec le premier symbole, tâcher de les activer sans devoir saigner à nouveau, parce que je n'ai pas envie de finir par tourner de l'œil. Sans même le réaliser, je vais probablement prendre un peu de ces pâtisseries à manger. Ouais. Et me concentrer et travailler là-dessus. Juste, je sais. Personnellement, je n'y connais rien du tout. Si jamais vous avez la réponse dans le chat ou sur YouTube, n'hésitez pas à nous le dire pour le coup pour les pâtisseries, parce que je crois qu'il y a des pâtisseries très spécifiques. Je crois dans certains rites funéraires. Alors ça dépend, hein, mais je suis pas sûr. Je sais pas exactement s'il y en a, mais au cas où. Parce que c'est possible qu'il y en ait. Non, techniquement, je crois qu'il y en a. De toute façon, on fait la fête après, on mange beaucoup. On laisse la maison ouverte, etc. aussi, hein, quand c'est comme ça. Donc voilà, en fonction. Personnellement, je ne vais pas m'avancer parce que je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y en a spécifiquement pour les rites funéraires, mais il y a des pâtisseries, genre des pains spécifiques comme la rala, qui est un pain un petit peu brioché avec des gros morceaux de sel dessus, qui est super bon, Ça doit être bon, ouais. qui pourrait a priori faire l'affaire aussi. Très bien. Bah, on va partir là-dessus. Tu vois qu'il y a du vin. Et c'est pas des pastels, non? Il n'y a pas de pastel, non. Et du coup, en fait, tu commences à grignoter tout ça, tu bois le vin, etc. Et au moment où tu te concentres, en fait, tout semble être dans le bon ordre. Tu as décrypté, tu as mangé le pain, tu as bu le vin. Et en fait, derrière toi, tu entends de nouveau un bruit venant de la bibliothèque. Comme si la bibliothèque est en train de se déplacer derrière toi. Je m'y dirige. Lorsque la bibliothèque se déplace, elle te dévoile un nouveau passage, encore une fois. Où il y a de nouveau des torches qui s'allument progressivement. Qui sont encore vertes pour le coup. Est-ce que tu continues ton chemin? C'est pas ce que je devrais faire, mais de toute façon, l'autre côté pour le moment est scellé. Je pourrais essayer de le débloquer avec les symboles que j'ai obtenus, mais ici ça vient de s'ouvrir et ça pourrait être une sortie. En tout cas, c'est ce que je m'utilise comme excuse pour me dire que c'est le meilleur endroit pour aller. Tout à fait, il n'y a pas d'autre endroit où elle est, donc dans tous les cas, effectivement. Tu Voilà. commences donc à suivre le chemin. Non, mais c'est beau, en mode, bon, il n'y a pas d'autre chemin, mais je suis sûr que c'est là. C'est surtout, je pourrais utiliser. Je viens d'apprendre des symboles. Ouais. J'ai réussi à ouvrir la porte la première fois avec un symbole. Je pourrais Oui. essayer de l'utiliser pour réouvrir la porte. Mais mon instinct me dit que ça ne fonctionnerait pas, que ce serait pas si facile. Effectivement. Du coup, bah, tu commences à avancer et en fait, tu vois que progressivement, tu arrives dans une autre pièce qui est vachement plus grande. Comme si, en fait, tu étais dans une espèce de, tu sais, de salle ovale qui fait genre facile 70-80 mètres carrés. Où au sol, en fait, tu as de superbes vitraux, en fait, tout simplement. Où il y a
Une sorte de scène qui est en train de se dessiner devant toi. Une scène qui ressemble beaucoup à celle que tu avais perçue dans les fresques de cet homme qui semble conduire une espèce de rituel qui l'amène progressivement à devenir meilleur, à s'effondrer et se relever et proposer à nouveau la coupe aux autres. Et tu vois qu'il y a beaucoup de lumière en fait qui commence à à venir dans la pièce, tu sais, comme si elle venait du plafond. C'est une lumière non naturelle, clairement, parce qu'il n'y a pas de fenêtre ni quoi que ce soit, et surtout on est en pleine nuit. Elle ne pourrait sortir de nulle part. Mais tu as l'impression que tu es dans une sorte, tu sais, de chapelle en fait, d'une certaine manière. Dans un lieu saint. Vraiment dans un lieu saint. Avec toute la codification sainte qu'il y a derrière. Je vais fermer les yeux un instant, inspirer et me laisser submerger par cette ambiance, par tout ce mysticisme et tout cet inconnu. Juste vraiment bien m'en imprégner. L'odeur de l'encens, parce que j'imagine qu'il y en a. Tout à fait. Je vais réouvrir les yeux et je vais vraiment analyser tout ce sur quoi mon regard va se porter. Je veux comprendre vers quoi on m'amène. Je sais qu'on m'amène quelque part. Peut-être que il m'amène quelque part, mais je veux comprendre. Commence donc à te concentrer, à essayer de faire le vide autour de toi, de t'imprégner vraiment de toute cette ambiance, de cette odeur d'encens qui te rappelle l'encens qui était utilisé à la synagogue quand tu étais enfant. Tu te rappelles même les paroles des premiers rabbins qui t'ont accueilli, qui t'ont conduit à devenir ce que tu es devenu. Mais également aux moines que tu as rencontrés, aux prêtres avec qui tu as échangé, aux autres érudits, même aux imams avec qui tu as pu échanger sur plein de points de vue théologiques, etc. C'est comme si tout ça avait un sens. Comme si toutes les discussions de ta vie t'avaient mené jusqu'ici. Et au loin, tu commences à entendre des bruits de pas. Quelqu'un qui s'avance. Des bruits de pas, tu sais, un peu, bah après, pour faire très grossièrement, mais c'est un peu comme quand tu marches dans une église, tu sais, avec l'acoustique générale, ça fait un bruit, tu sais, beaucoup plus important, et du coup, ça résonne. Et progressivement, en fait, tu vois une silhouette commencer à se dessiner devant toi, qui s'approche. Une personne qui est encapuchonnée, pour le coup, et qui ressemble à ceci. Woppa. Alors, il est pas très bien cadré, je suis désolé. Ça va être mieux comme ça. Voilà, je vous mets pas son nom. Donc un homme à peu près une cinquantaine d'années, qui est habillé avec une robe assez simple pour le coup, qui semble un peu vétuste d'une certaine manière au premier abord, sauf qu'en fait tu te rends compte que la soierie est d'une très très bonne qualité, qu'il y a des brodures tout le long en fait de sa tenue, avec des symboles que tu ne reconnais pas. Et surtout, il a autour du cou un espèce de comment ça s'appelle, tu sais, de symbole alchimique en fait. Oh. Donc c'est un... Alors, pour être très grossier, ça va être en fait le symbole masculin, tu sais, un peu refait. Je vois. Et en fait, derrière tout ça, bah, il y a un autre... un écusson derrière, avec, eh bien, l'encre, une goutte de sang, une francisque et une pomme. Et un serpent qui semble entourer le tout. Lorsqu'il s'approche auprès de toi, tu vois qu'il semble être très solennel, même pas un sourire au bout des lèvres. Comme si il t'attendait. Est-ce que tu brises ce silence ou tu le laisses parler en premier? Vous êtes la raison pour laquelle je suis ici, n'est-ce pas? En effet. Cela faisait longtemps que je souhaitais vous rencontrer. Et je suis ravi que vous ayez réussi à déjouer mon petit stratagème. Que vous ayez pu déchiffrer mon énigme.
Elle était complexe, très intéressante, inhabituelle. Je n'ai jamais vu ça. Et l'effet qu'elle a eu sur mon esprit, c'est de votre fait aussi, n'est-ce pas? Non. C'est que vous étiez prédestiné à ce moment précis. C'est un destin qui m'a amené ici, mais au vu des pièces dans lesquelles je suis arrivé, dans lesquelles je suis passé avant d'arriver ici, j'ai l'impression que ce destin a été créé pour moi, qu'il n'est pas l'œuvre de celui qui est, mais l'œuvre d'une personne de ce monde. Il est l'œuvre de vos années de recherche, de vos talents, de toutes vos capacités, de votre intellect. Vous n'avez pas à rougir de ce que vous êtes. Et personne d'autre n'a pu apporter ce que vous êtes devenu. Pas même une quelconque divinité. Vous êtes un homme parmi les hommes, un homme qui est en train de voir la vérité, et un homme sur le point de briser tout ce qui est autour de lui pour obtenir la connaissance absolue. Une chose qui est à portée de main. Une main que je vous tends très volontiers si vous acceptez ce lourd fardeau que j'ai à vous proposer. Ce serait déraisonnable d'accepter quoi que ce soit sans comprendre de quoi il s'agit exactement. Bien entendu. Tu vois qu'il s'approche de toi. Je Avant vous ça. vois dans le chat, hein. Je vois toutes les bêtises que vous dites. Avant ça, il est évident que vous avez fait de longues recherches sur ma personne. Vous savez donc qu'aujourd'hui est un jour particulier, un jour que je ne pouvais pas me permettre de rater. Quoi aujourd'hui? Tout à fait. Et c'est justement ce jour-là que j'espérais que vous puissiez accepter ce que j'ai à vous proposer. C'est une nouvelle vie que je vous propose. Une vie bien meilleure que celle à laquelle vous avez aspiré pendant longtemps. Une vie où vous ne serez plus sous les chaînes de quoi que ce soit. Une vie dans laquelle vous pourrez mener toutes les recherches que vous souhaitez. Une vie dans laquelle vous apporterez des lumières au monde. D'avoir un véritable poids. Et non pas simplement dans les années que vous avez encore à mener calmement, mais jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la postérité ultime. Ce dont vous me parlez semble impossible. Et le symbole que vous avez autour du cou. Êtes-vous un alchimiste? C'est une manière de voir les choses, et je vois que je ne me suis pas trompé sur vos capacités. Disons que... il y a longtemps, j'ai été bien des choses. Ma famille m'a permis de devenir quelque chose de meilleur, mélangeant alchimie, magie, des noms assez peu ragoûtants pour décrire ce que ma famille, ce dont ma famille est capable. Et en même temps, une partie de vérité. Je sais que vous avez toujours rêvé de pouvoir simplement toucher du bout des doigts la magie kabbalistique. Ce que je vous propose est bien au-delà de tout ça. Cette magie ne sera que de la prestidigitation. Oh bordel, j'arrive plus à prononcer ce mot.
Prestidigitation. Prestidigitation. Excusez-moi. Ah, blablabla. On coupera au montage. Hein. De la poudre aux yeux, effectivement, de la poudre aux yeux. Merci Tarte au citron et merci à Ophium du coup. Au vu de ce que Comment ça? vous avez laissé dans vos parchemins, je n'ai d'autre. Je n'ai pas de raison de penser que vous mentez. Mais j'aimerais vous faire une petite démonstration, si vous permettez. Avant ça, pourquoi le symbole de Mars dans ce blason? C'est une chose que vous découvrirez avec le temps. Je ne peux pas vous dévoiler tous les secrets, bien évidemment. Cependant, je pense que votre œil avisé a remarqué d'autres choses que le symbole de Mars. Certes. Le serpent a beaucoup de symbolique. Le sang. Pourquoi est-ce que le sang est si important dans cette magie? Le sang est la base de toute chose. Le serpent est le symbole de notre transformation. L'ancre, le symbole de notre éternité. La francisque, celui de notre unité et de notre pouvoir. Et la pomme, le savoir. Tout à fait. Tout cela uni sous le symbole de Mars, de l'alchimie ultime. Nous sommes des hommes qui avons su nous surpasser par nous-mêmes, nous créer nous-mêmes, devenir beaucoup plus puissants qu'on ne peut l'imaginer. Rêve Star Wars. Et surtout, nous avons réussi à atteindre un objectif que personne n'a réussi auparavant. Pas par des moyens conventionnels. Et je vous propose la même chose. Tu vois que du coup, il tend la main. Et en fait, autour de lui, tu vois qu'il y a du sang qui commence à flotter progressivement. Et il fait une petite sphère avec, qu'il contrôle du bout des doigts. Tu vois le sang vivant, en fait, dans sa main. Je vais tenter quelque chose, je vais tenter de visualiser le premier symbole que j'ai retraduit. Oui. Et de visualiser ce motto. Montre-moi la vérité. Tu commences à te concentrer dessus et en fait, tu revois la fresque, tu revois tout ce qui est autour de toi. Et tu vois un homme parmi les autres qui a su sans doute utiliser de la magie d'une manière ou d'une autre, qui a toujours eu envie de se surpasser. Surpasser un élément le plus important dans la vie de chaque homme, de chaque femme. Comment devenir immortel ? Comment dépasser cette condition de mortel dans laquelle nous sommes tous? Et beaucoup de recherches, beaucoup d'exactions, pour finalement arriver à une recette miracle, d'une certaine manière. La boire et devenir quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur. La quête d'une puissance perpétuelle, la quête d'une connaissance perpétuelle, et du secret de tout. Avant d'accepter, j'ai besoin de savoir. Il n'existe pas de chose telle qu'un repas gratuit. Quel est le prix de ce que vous m'offrez? En échange de l'éternité et d'une nouvelle vie consacrée à la recherche et à la connaissance, c'est une vie austère, sombre, nocturne, auquel chaque mets que vous essaierez de manger n'aura que le goût de cendre.
Chaque étreinte que vous ferez ne sera qu'une manière d'essayer de vous rapprocher de ce que vous étiez. Plus aucune chaleur n'émanera de votre corps. Plus aucune chaleur ne pourra être ressentie par votre corps. Mais tel est le prix à payer pour devenir quelque chose de meilleur. Tel est le prix à payer pour l'immortalité. La chaleur du soleil et les plaisirs des mets sont des bénédictions qui nous ont été apportées par celui qui est. Sans choisir de s'en défaire me paraît mal avisé. Est-ce réellement le seul prix que je pourrais continuer, mis à part ce problème de soleil, à vivre la vie que je vis? Je vous y encouragerai d'une certaine manière, mais il faudra cacher certaines choses, il faudra cacher votre condition. Vous adapter aussi à un nouveau régime alimentaire, constitué de ce qui constitue chaque homme et femme de ce monde. Tu vois qu'il l'a dans sa main et il te le montre, et il te l'envoie pour le coup progressivement, la boule. La vitae, l'essence qui coule dans vos veines et qui coule dans les veines de chaque personne qui foule cette terre. Cela deviendra la seule substance que vous pourrez tolérer. Une source de pouvoir intarissable, inégalable. Combien de jours me laissez-vous y réfléchir avant de vous donner une réponse? Je veux une réponse maintenant. Je vous laisse le choix ce soir. Rejoignez-moi, acceptez le don de l'éternité que je vous propose, et je vous offrirai un destin auquel vous n'avez jamais rêvé. Si vous refusez, cette petite expérience ne sera qu'un vague souvenir, et pourrait revenir à votre vie passée, au plaisir que vous avez connu, et vous ne reverrez plus jamais aucun des membres de ma famille ni moi-même. Mais je vous laisse le choix. Hors jeu, t'aurais l'air malin si je disais non. Ah oui, bah je... Oui, voilà, tu vois, dans le chat, ils sont en train de dire si je refuse, bah the end, bah voilà. Voilà. Bah oui, bah oui, bah oui. Bah écoute, pour Ethan, a priori, ça a pas l'air d'être le meilleur des deals, mais en vrai, ce qu'il propose, c'est quand même une opportunité unique, et il est quand même curieux. Et si je ne prends pas cette décision-là, de toute façon, Bien sûr. voilà. En même temps, c'est aussi la recherche de la connaissance qui t'a tiré jusqu'ici, et cette soif générale qui t'a toujours animé. D'une certaine manière, effectivement, c'est peut-être le deal le plus horrible que tu as à faire de ta vie, Oui. et en même temps, c'est Mais peut-être l'opportunité ultime. il a pointé un mot qui résonne dans l'esprit d'Ethan. La cabale. Oui, tout à fait. Et avec les livres sur lesquels il est tombé, avec les livres qu'il a dû déchiffrer, Ethan a fait du doigt quelque chose qui, pour lui, se rapproche du divin. C'est quelque chose qu'il n'aurait pas imaginé être capable de faire. C'est quelque chose qu'un homme n'est pas capable de faire en temps normal. Et il veut en savoir plus. Il veut pouvoir comprendre. Il veut pouvoir obtenir le savoir. Et mine de rien, peut-être que ce deal
peut être annulé si besoin. Bien naïf de sa part. Oui. Tu sais, en tant que joueur, que ce deal ne sera jamais réversible. Oui. Mais en tout cas, c'est une opportunité d'une vie. Quelle est ta réponse, du coup? J'accepte votre marché. Bien. Je suis ravi que vous acceptiez ma proposition. Afin de rendre ce changement un petit peu moins douloureux pour vous, je vais vous laisser la manière de perdre votre sang. Je vous propose 3 solutions. La première est que j'utilise la magie pour vous drainer. Cela peut faire un petit peu mal, mais la douleur jusqu'à l'ascension est peut-être parfois nécessaire. La deuxième est de vous drainer physiquement, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une seule goutte. Vous goûterez au baiser que vous pourrez infliger aux autres, au plaisir ultime. Une dernière extase avant de rendre votre dernier soupir. Et la troisième, c'est de pouvoir prendre votre vie vous-même et de vous laisser la manière que vous souhaitez de partir. Si je dois être amené à avoir de tels pouvoirs, je ne pourrais pas en bonne conscience les utiliser sans savoir ce qu'ils font ressentir exactement. Je choisis la magie. Vous avez choisi judicieusement. Non, je plaisante. Non, j'ai choisi la pire. Oui, c'est la pire. C'est la pire. Je plaisante parce que c'était la petite ref à la Indiana Jones en fait. C'est la pire effectivement. Tu vois qu'en fait il rattrape la boule de sang qu'il ingère en fait, tu vois, mais physiquement avec sa main. Et en fait, il tend cette main vers toi. Tu vois qu'elle est couverte de sang. Il commence à prononcer quelques mots comme une sorte de litanie. Une litanie que tu ne comprends pas, mais qui est mélangée de plusieurs langages, encore une fois, du latin, du sumérien. Et tu vois qu'en fait, tu commences à sentir ton corps qui devient lourd, très lourd, commence à se rigidifier progressivement, et commencer à voir une première goutte de sang qui coule de tes yeux, de ton nez, de ta bouche. Et le sang, progressivement, qui commence à être attiré jusqu'à lui. La douleur est insupportable. Tu as l'impression qu'on te met des milliers de coups de couteau dans ton corps. Mais tu es en train d'assister à tout ça, à la puissance à laquelle tu pourras accéder un jour. Jusqu'à ce que progressivement, tout ton sang se fasse aspirer, que les dernières images que tu vois, ce soit lui, la dernière pensée que tu as sur ce que tu as fait. Je te laisse quand même, bien évidemment, me dire ce que tu peux avoir en tête à ce moment-là, quand tu rends ton dernier soupir. Pense à ma femme. Le fait qu'elle m'attend et que s'il y a tant de choses qui vont changer dans mon existence, c'est peut-être une bonne chose que je n'ai pas été présent aujourd'hui. Car avant de renouveler nos vœux, si je dois changer, elle doit le savoir aussi. De savoir dans quoi elle s'engage. Pardon. Cette dernière pensée, du coup, qui va vers ta femme, une pensée heureuse, de beaux souvenirs, tu te souviens, quand vous étiez jeune, les premiers moments ensemble, les premiers pique-niques, les premières balades, les premiers chants que vous avez pu faire, les premiers baisers, le mariage, puis finalement, progressivement, le néant. Tu t'effondres. Lorsque tu t'effondres, tu commences à sentir un goût rouillé dans la bouche. Quelque chose, au départ, un petit peu désagréable et finalement, un nectar extraordinaire, de l'ambroisie. Une chose à laquelle tu ne pourras peut-être jamais plus accéder.
Et quelques minutes plus tard, tu te réveilles, au sol. Face à toi, il y a toujours cet homme. La scène semble avoir changé. Tu es toujours dans cette pièce, mais au milieu de cette pièce, il y a, tu sais, une espèce d'énorme coupe, enfin d'énorme coupe, d'un bol en pierre, tu vois, un énorme bol en pierre, où il semble y avoir énormément de sang à l'intérieur. Ouais, un bassin, voilà, merci. Mais un peu comme, tu sais, où on fait les... merde, tu sais, Les ablutions. Exactement, quand tu arrives dans une église. C'est vraiment le même principe, c'est ça que je cherchais comme mot. Un hyperbole, effectivement. Vous êtes cons. Vous êtes déchaînés ce soir, hein. Vraiment, c'est génial. J'essaye de pas trop regarder le chat, mais je regarde de temps en temps, effectivement, Nether. Il y a des moments, je me retiens de rigoler, parce que vous êtes vraiment très cons, mais on vous adore. Et du coup, en fait, autour de cette coupole générale, donc de cet endroit, de cette hyperbole, je refais exprès de reprendre ce que disait Odyssée, eh bien, tu vois qu'il y a 5 personnes autour, encapuchonnées. Tu vois des silhouettes, une femme, 4 hommes, clairement. Mais tu n'arrives pas à déterminer leur visage ni quoi que ce soit. Et à côté de toi, il y a l'homme, clairement, qui a pris ta vie et qui t'a offert ce cadeau. Tu entends une des voix au loin, une voix d'homme, qui semble résonner dans tout cet endroit. Eitan Melamed, relevez-vous. Je me relève péniblement, étant encore affaibli. Vous avez accepté le plus beau don que le monde avait à vous offrir. Il est temps pour vous de réciter le serment d'allégeance. Tu vois que du coup, cet homme qui t'a pris ta vie te tend un parchemin qui est écrit en latin, en fait, tout simplement. Tu l'as dans les mains, tu es tremblant, faible, fatigué. Tu sens une faim intarissable qui est en train de prendre possession de toi. Mais tu te concentres. Tu sais que ce moment est important. Tu n'as qu'une envie, c'est d'aller te plonger comme Picsou dans le bassin. Mais en même temps, il faut se concentrer. Je sais qu'il s'agit d'un rituel. C'est que c'est codifié, que chaque chose a son importance. Si il me demande de commencer par le serment, je commence par le serment. Je prends le parchemin et je le déplie. Et du coup, je vais réciter tout ça. Moi, Eitan Melamed, par la présence, donne mon allégeance éternelle à la maison et au clan Tréméré, ainsi qu'à tous ses membres. Je suis de leur sang, et ils sont du mien. Nous partageons nos vies, nos buts et nos réussites. J'obéirai à ceux que la maison m'aura désignés comme mes supérieurs, et traiterai mes inférieurs avec tout le respect et l'attention qu'ils ont pour eux-mêmes. Je n'enlèverai ni ne tenterai d'enlever à aucun membre de la maison, clan Tréméré, ses pouvoirs magiques. Agir de la sorte serait agir à l'encontre de la force de notre maison. Je ne tuerai ni ne tenterai de tuer aucun membre de la maison et clan, excepté en autodéfense, ou quand un magus aura été déclaré hors la loi par un tribunal dûment constitué. Si un magus avait été déclaré hors la loi, je ferai tout mon possible pour le porter face à la justice. Je donnerai mon soutien à toute décision du tribunal et honorerai scrupuleusement les désirs des 7 du Conseil intérieur et de mes supérieurs. Le tribunal rend ses décisions dans l'esprit du code de Tréméré, augmenté du code périphérique et interprété par un corps dûment constitué de magie. J'ai le droit de faire appel d'une décision à un tribunal plus élevé s'il est prêt à considérer mon cas.
Je ne mettrai pas en danger la maison et le clan Tréméré par mes agissements. Non plus que je n'interférerai dans les affaires du peuple d'une façon telle qu'elle soit préjudiciable à mon clan et maison. Lorsque je pactiserai avec des démons ou toute autre créature, je ne devrai en aucune manière mettre en danger le clan. De plus, je ne dérangerai pas les fées pour qu'elles n'appliquent pas leur vengeance sur la maison et clan. Je ne prendrai comme apprenti que celui qui aura prêté serment à ce code, et si l'un d'entre eux venait à se retourner contre la maison et clan, je serai le premier à le frapper et à le mener face à la justice. Aucun de mes apprentis ne pourra être appelé Magus avant qu'il ait prêté allégeance à ce code. Je traiterai mes apprentis avec le soin et le respect qu'ils méritent. Je cède le droit à un ancien pour prendre pour sien un de mes apprentis s'il s'avère qu'il lui serait utile dans son œuvre. Tous sont membres de la maison et clan Tréméré et sont en premier lieu utiles à ce précepte. Je me soumettrai au droit de mes supérieurs de prendre une telle décision. Je devrais contribuer à la connaissance de la maison et clan et partager avec ses membres tout ce que je pourrais trouver dans ma quête de sagesse et de pouvoir. Aucun secret ne doit être gardé ou donné suivant les arts de la magie, et je ne garderai secret les agissements de quiconque met à mal la maison et le clan. Je demande à être chassé de la maison et clan Tréméré si je ne tiens pas parole. Si je suis banni, je demande à mes frères de me trouver et de me tuer, afin que ma vie ne continue pas dans la dépravation et l'infamie. Je reconnais que les ennemis de la maison et clan sont mes ennemis, et que les amis de la maison et clan sont mes amis. Travaillons comme un et prospérons. Par la présente, je prête ce serment le 2 octobre de l'an 1103. 203. Pardon. 1203. Malheur à quiconque tenterait de le faire briser, et malheur à moi si je succombe à une telle tentation. À ce moment-là, ces paroles qui résonnent dans ta tête, qui sont extrêmement fortes et importantes, tu commences à sentir une force incroyable qui commence à émaner du papier, comme si tu venais de sceller ton destin avec ce moment présent, avec ce serment, magiquement. Si jamais il venait à être brisé, les conséquences seraient désastreuses, mais en même temps, tu viens d'une certaine manière vendre ton âme au diable, mais pour quelque chose de meilleur, pour quelque chose d'extraordinaire. Tu viens de devenir un membre de la maison Tréméré. Et tu entends la personne au loin te faire signe. Approchez, apprenti. Il est temps pour vous de boire dans la coupe. Je m'approche en tentant autant que possible de lutter contre cette faim dévorante. Il y a un moment où je sais qu'elle va prendre le pas. Et je suis invité à boire, donc je ne me fais pas prier. Je plonge le visage dans la coupe. Avant. Tu vois qu'en fait, il fait apparaître la coupe. Alors ça, c'est vraiment en mode waouh, c'est quand même extraordinaire. Il fait apparaître une coupe vraiment magnifique, ornée de plein de pierres précieuses. Hein. Tu vois qu'il y a un saphir, un rubis, un émeraude, etc. Vraiment, la coupe est complètement dorée. Il commence à la mettre au niveau de son poignet, s'entaille la main et vide son sang dedans, avant de la passer aux autres personnes à côté, qui font de même pour le coup, qui s'entaillent chacun et chacune à leur tour leurs mains, avant ensuite que la personne qui a pris ta vie, qui ne s'est même pas présentée, s'approche à côté de toi, prenne du sang dans le bassin
entre ses deux mains et commence à le verser aussi dans la coupe. Prendre la coupe de la main de la dernière personne et la tendre vers toi pour que tu puisses boire. Je vais m'approcher, prendre la coupe dans mes mains, dans un premier temps sans lâcher les siennes, le regarder dans les yeux et lui dire « Offre-moi ton nom ». Mon nom est Célestin et je serai ton maître jusqu'à ce que je décide de te libérer. Tu devras écouter chacun de mes enseignements, chacune de mes connaissances, chacune de mes décisions. Tu ne répondras que de moi et du conseil. Tu répondras à la bonne parole du clan Tréméré et tu dédieras ta non-vie à la connaissance. Et je te souhaite la bienvenue, mon fils. Qu'il en soit ainsi. Tu bois dans la coupe, tu commences à boire ce nectar qui est extraordinaire, vraiment. Un mélange, encore une fois, de ces plusieurs sangs, etc. C'est la meilleure chose que tu as jamais bu de ta vie. Tu sens progressivement tes forces en train de revenir. Et au moment où tu es en train de boire dans la coupe, tu vois des lumières commencer à se mettre progressivement autour des personnes qui sont présentes dans la pièce, qui se font happer et qui disparaissent devant toi, comme si elles n'avaient jamais été présentes. Il ne reste plus que toi et Célestin, ton sire, ton maître, celui qui t'apprendra tout, qui t'expliquera comment fonctionne ce monde, qui t'expliquera ce que tu as le droit de faire, ce que tu n'as le droit de pas faire, comment tu dois te comporter, quelles seront tes futures recherches. C'est une nouvelle vie qui t'attend. Une vie dans laquelle il va falloir que tu jongles entre ton ancienne vie, tes anciennes obligations, mais aussi ces nouvelles obligations, ces nouveaux attraits. En sachant que toi, tu es immortel, mais tes proches non. Tu les verras mourir progressivement. Tu verras toute personne chère dans ta vie mourir. Et on vient de le perdre. Je sais pas du tout si ça va remarcher. Allô? Oui, excuse-nous. Le timing était parfait, vraiment en mode... on t'a vu disparaître dans le... C'est ça. Petit bug Discord, j'ai juste dû le relancer et ça va. D'accord, ok. Désolé Ça a fait des pour ça. interférences, effectivement. C'est la thaumaturgie et la technologie. Ah bah ça fait pas... Alors si, ça fait des bons ménages, pour le coup. Ouais, ça peut, Ça mais peut. pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. En même temps, on me dit jouez pas avec les fées, puis je lui demande de m'offrir son nom. Bah, et en plus, il s'est laissé avoir. Oh le salaud, il avait tout prévu. C'est donc une nouvelle vie dans laquelle tu vas aller. Tu sais que quand tu vas ressortir d'ici, il sera facile minuit. Tu auras raté la fête que tu étais censé faire avec ta femme. Une décision qui n'est pas anodine. Tu pourras sans doute t'excuser le lendemain. Mais Célestin te met en garde de ne pas révéler qui tu es à n'importe qui. Que le sang doit rester quand même secret. Car il en va de ta vie. Une personne de confiance pourrait garder le secret. Oui, mais il y a des moyens pour garder ce secret. Comme je te l'ai déjà dit, le sang est le secret de tout. Une seule goutte de ton sang pourra permettre de contrôler les autres. Il faudra l'utiliser avec parcimonie. Cela te permettra d'avoir des serviteurs, des personnes de confiance qui pourront rester dans ce secret. Mais c'est un fardeau très dur à porter, car les conséquences sont catastrophiques. Cela serait... Pardon, je t'en prie.
les conséquences du fait de boire du sang. Non, le fait de donner du sang à quelqu'un. Boire du sang sera la seule chose que tu auras besoin à l'heure actuelle. Sans ça, tu ne pourras jamais te relever. Il devient ton énergie. Il devient ta nourriture. Quant au sang que tu pourras donner aux autres, il sera le meilleur vin qu'ils auront jamais bu. La meilleure substance, la meilleure drogue qui peut exister. Et ils feront tout pour en avoir. Hmm. Autrement dit, c'est bien d'en donner à des gens que je veux garder près de moi, mais pas aux gens que j'aime. C'est une manière de voir les choses. Mais il est parfois nécessaire de faire passer son devoir avant l'amour. Car maintenant, toute ta vie tournera autour de la maison Tréméré. Et jusqu'à la fin des temps. C'est entendu.